Est-ce que vous avez déjà entendu parler un jour de l'enquête récente menée sur le suicide collectif du camp de Jonestown? Et si c'est pas le cas, eh bien pose-toi, prends des petits chips et éteins la lumière pour que je puisse te raconter l'histoire du suicide collectif de 952 personnes lors de la même soirée, au même endroit. Pardon? Tu as envie de savoir qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Et surtout, quel est le fuck? Alors laisse-moi t'accueillir dans ce nouvel épisode entièrement composé de faits réels et bien sûr faisant partie de ma série Thread. Ok, on peut déstresser un peu, hein. Ou alors tu peux peut-être en fait commencer à stresser, je sais pas. Non mais je te l'annonce directement. Si tu as moyen de te protéger un peu, fais-le catch vraiment directement parce que là, je te souhaite une bonne nuit. Je te dis d'avance, voilà. Non mais après voilà, je préfère poser le contexte. Et bien sûr, tu pratiques le dab pour que je puisse t'expliquer l'un des événements les plus troublants au monde. Le suicide collectif des habitants de Jonestown. Plus de 900 personnes ont perdu mystérieusement la vie. Oui, autant te dire que je te laisse imaginer la scène lorsque quelqu'un s'est rendu sur la place centrale de Jonestown et s'est vraiment retrouvé devant une mer de cadavres. Non, c'est pas une blague. Et oui, toutes les images que vous allez voir dans cette vidéo sont des images réelles. Bisous. Nous allons d'abord nous concentrer sur une des raisons et une des causes principales de ce putain de suicide collectif, Monsieur Jim Jones. Né à Crête dans l'Indiana en 1931. Et là tu vas me dire, tiens mais est-ce que par hasard Jim Jones aurait rapport avec Jonestown? Mais oui, totalement. Tu vas comprendre tout ça. Parce que oui, si vous aurez pas compris, c'est bien lui le créateur de ce putain de camp de Jonestown. Mais tout ça, je vais te l'expliquer dans les moindres détails et ses moindres secrets. Mais avant que je te raconte réellement ce qui s'est passé, je te rappelle que lorsqu'on atteint les 10 000 likes, eh bien je lancerai directement le prochain épisode. Donc, fais-toi plaisir. Et bien sûr, si tu veux d'autres bonus, tu m'ajoutes sur Snapchat et Instagram. Ouais, je prends toujours cette voix un peu mystérieuse comme ça. C'est la voix un peu de caliente. De la mucho facho, de la gattone, de la mucho pano, de la vastas, de la mamma, hein. On commence. Petite information, si tu kiffes bien ce genre d'épisode ou alors tu as envie d'être un membre élite de la Team Noah, c'est-à-dire un mec qui reçoit des posts exclusifs et surtout qui a des badges relativement stylés lors des lives qui arriveront sur cette chaîne, eh bien tu peux directement cliquer sur le bouton rejoindre juste à côté du bouton s'abonner tout simplement pour te faire kiffer et me soutenir dans mes futurs projets. Bah oui, évidemment, bon, c'est tout nouveau et en même temps je compte sur vous parce que oui, bon, de toute façon tu seras un membre élite de la Team Noah, donc c'est un peu la classe quand même, hein, bon, et tout ça pour seulement 5 € que tu peux annuler à tout moment. Ouais, c'est plutôt cool, évidemment, on va pas se mentir. Bien sûr, tu le fais seulement si tu en as les moyens, c'est clair. C'est bon, t'as fini ta pub, fils de pute. On peut commencer, fils de... Oh putain, la voix qui a mué. Pas mal. J'ai 18 ans, hein, je mue toujours de la voix, on peut en parler, hein. Bref, revenons à nos moutons, et bien sûr, laissez-moi vous raconter les événements mystérieux de Jonestown. Jim Jones est donc le fondateur de cet endroit, mais pour comprendre la totalité de ces événements, il faut revenir en 1931 à sa date de naissance. Son père était un raciste, vétéran de la Première Guerre mondiale et membre du KKK. Je vais pas vous dire ce que c'est, mais... voilà, hein, bon, voilà. Sa mère, elle, est une ouvrière qui a été libérée. Déjà, tu sais que la famille, elle est pas... On n'est pas sur une famille très stable, hein, où il y a un petit souci au niveau du délire. Mais après, je juge pas, faites ce que vous avez envie, même si c'est un peu extrême. Mais La famille de Jim est très pauvre et son père ne s'en occupe presque pas. L'éducation de Jim est donc laissée à sa mère, qui travaille beaucoup et n'a donc pas énormément de temps pour s'occuper de son pauvre enfant. Il reste donc très souvent seul à la maison avec aucun compagnon. Oui, t'inquiète pas, rien de paranormal. Pour le moment. Et la mère de Jim était un petit peu comme la mienne d'ailleurs, on peut le dire directement. Elle aimait raconter des histoires qui font peur, de type magie noire, des histoires sur les âmes, sur les sortilèges, etc. Et d'ailleurs, elle mentait beaucoup. Oui, ça c'est une petite anecdote assez spéciale. La mère de Jim a beaucoup menti lors de son éducation. Par exemple, elle lui avait dit qu'elle était une descendante des Cherokees. Ce sont des Amérindiens, après voilà. Je suis pas ouf sur la prononciation du... Je fais ce que je peux après, hein, bon, voilà. Je parle tout seul. Active la cloche, s'il te plaît. Alors que bien sûr, tu l'as deviné, c'est totalement faux. Elle est pas du tout une descendante des Cherokees, mais voilà, c'était une petite mytho. Tu sais pas trop pourquoi, elle a balancé des petits mythos dans son existence. Why not? Après, hein. Enfin bon, je vais quand même te dire plus tard pourquoi est-ce qu'elle aurait jamais dû faire ça. Rejeté, isolé par ses parents et ses camarades de classe, il commence à s'intéresser à la philosophie, la sociologie aussi, et bien sûr l'histoire. Et c'est là que dans la tête au petit Jim, ça va commencer à avoir des influences un peu cheloues. Hein, tu vois que déjà, il y a des trucs pas nets. Ah bon, ah. Mais toujours rien de paranormal, non. Seul, il commence à étudier Staline, Marx, Mao, Zedong, Gandalf. Je veux dire Gandhi, mais après Gandalf, ça va aussi, c'est horrible. Il note tous leurs points forts et leurs faiblesses afin d'apprendre. Oui, je mets des guillemets, c'est des guillemets qui attaquent, qui sont en mode... Ah, j'ai 12 ans et demi, pardon,
Yes, ouais. En continuant ses recherches tout seul tranquillement à la maison, eh bien il tombe sur la communauté la plus exclue des Américains à l'époque, les Afro-Américains. Et à partir de là, il veut absolument avoir des potes noirs. Et il développe une espèce de fanatisme des noirs. Tu sais pas trop pourquoi, mais après voilà, y a pas de souci, hein, c'est cool d'aimer les noirs. Moi y a pas de souci, tu vois. Enfin, il y aura quand même un souci un peu plus tard, mais tu... Allez, laisse-moi te raconter la suite s'il te plaît. Non mais là tu m'interromps un peu, déjà tu fais du bruit en mangeant, arrête de faire autant de bruit de manger, tu vois. Putain, t'apprends à parler, fils de pute, t'apprends Pardon, faut que j'arrête de crier, je raconte l'histoire très bien. Petit fun fact d'ailleurs, le père de Jim voulait pas que son ami noir vienne chez eux. Alors Jim ne lui a pas parlé pendant très longtemps. Jusqu'à ce qu'évidemment Jim devienne adulte. Et un petit peu plus tard, lorsque Jim a environ 20 ans, il se met au christianisme et commence à prêcher. Il se trouve évidemment un travail dans un hôpital fréquenté le plus souvent par des pauvres et par des noirs. Oui, il avait un petit truc avec les noirs, vraiment lui ça l'attirait. Et assez bizarrement d'ailleurs. Et c'est donc déjà à 19 ans qu'il épouse l'une des infirmières, Marceline Jones. Pardon, je spoil un peu la suite, désolé, non mais je voulais pas spoiler après, voilà, bon... Bref, le temps s'écoule et nous sommes en 1952. Jim décide de devenir pasteur et souhaite créer une communauté religieuse dans laquelle les blancs et les noirs se réunissent et vivent en harmonie. Et c'est déjà en 1953 que la secte Temple du Peuple voit le jour. C'est une secte qui a des principes super cool, vraiment, c'est en mode on va mélanger les noirs et les blancs et on va être super heureux, on va former une petite secte et tout, on va être chill. Tu vois, ils sont tous un peu chrétiens, mais en dehors de ça, ils ont vraiment tous une vie normale et ils font juste partie donc du Temple des Peuples. Mais en gros, voilà, ils sont tous en mode voilà, on est noirs et blanc, y a pas de différence, on est tranquille, on est ensemble. Franchement, l'idée de base est très bonne. Vraiment, de base, hein, pas la suite. Bref, la vie de Jim un peu étrange continue son chemin. Les jours passent et les années passent et Jim commence à se faire son petit business, ouais, il commence à entrer dans le secte game, tu vois, c'est sa secte, ça commence à être un truc vraiment bien vénère où il y a masse de monde dans son association et c'est super cool, tu vois. Enfin... Voilà, hein. Il est donc très impliqué et décide d'arrêter son job pour se consacrer aux activités de sa communauté à temps plein. Il ouvre des maisons de retraite, il organise des soupes populaires et il a même adopté des enfants, dont 2 Coréens orphelins de la guerre et un enfant noir. Bref, à première vue, il a l'air d'être un bon type, tu vois, le mec vraiment il fait bonnes affaires et tout, il ouvre même des maisons de retraite pour les adultes. C'est un gars au nord, vraiment, il s'occupe un petit peu de la communauté, il aime bien rassembler les noirs et les blancs, et pour lui, il y a pas de différence. Oui, t'inquiète pas, je vais te voir venir avec ta petite question. Oh, mais y'a quoi de paranormal jusqu'ici? C'est juste qu'un mec un petit peu gentil. Pour le moment, il n'y a rien de paranormal, oui. Mais c'est très important que je t'explique ça pour comprendre la suite, hein, la partie cool. Là, je t'ai vraiment raconté la partie chiante, hein, mais vraiment, on arrive gentiment dans la partie assez vénère. Bref, autant dire que Jim a vraiment une obsession pour les noirs. Et petit fun fact d'ailleurs, en 1961, Jim Jones est nommé directeur de la commission pour les droits de l'homme d'Indianapolis. Sauf que c'était le seul candidat. C'est un peu le concours nul en fait. C'est un concours mais genre il y a un participant, tu vois. Un jour un mec s'est dit les gars, nous franchement je trouve qu'on peut se permettre de créer la secte des personnes qui savent le... Je suis parti beaucoup trop loin dans ma blague. Putain mais mec, faut me dire ta gueule hein, faut me dire ta gueule ou je pars trop loin. Non mais parce que moi je peux pas deviner. Non c'est pas vrai, dites-moi pas ta gueule, dites-moi plutôt Ah j'ai mis un like, oh my god. Tu peux écrire ça, moi ça me... Voilà, après moi ça m'énerve, tu vois, si t'as mis un like, après je suis là en mode encore un like, oh non. On va encore atteindre les 10 000 likes. Les gars, je voulais un petit peu moins. Le gros forceur. Yeah. C'est à partir de là que ça commence à être un petit peu étrange. Toujours en 1961, Jim aurait prédit un incident nucléaire, donc il déménage avec sa famille. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a réellement un incident nucléaire qui se produit. C'est un peu chelou, mais pourquoi pas, hein? Il établit donc un nouveau camp pour sa petite secte un peu plus loin. C'est un mec bien, hein? Jim annonce qu'il est un prophète envoyé par Dieu, et qu'il est aussi la réincarnation de Moïse, de Lénine, du Bouddha et de Gandhi. Tout à la fois. Non mais après, moi y a pas de souci, tu peux être plusieurs choses, hein. Je veux dire, moi je suis un mage, j'envoie des éclairs et après je peux invoquer le tonnerre aussi des fois. Alors, ça c'est seulement les mardis, hein. Les mercredis j'arrive pas à faire invoquer le tonnerre. Ouais. Bref, oui, le mec est un petit peu bizarre, hein. Ça me fait penser un peu à quelqu'un. Et apparemment il arriverait miraculeusement à guérir la plupart des maladies assez étranges. Ça par contre c'est peut-être pas si faux entre guillemets, étant donné qu'il y a vraiment des personnes qui ont des dons assez spéciaux dans la vie. Et voilà, tu vas me prendre pour peut-être un gros teubé, mais oui, il y a quand même des gens qui ont des dons extrêmement chelous et qui permettent parfois d'arrêter les saignements comme ça. Bref, c'est quelque chose qui, c'est une hypothèse que je te pose. C'est pas forcément trop du bullshit, faut pas te dire que c'est un truc incroyable qui est impossible, alors tu vas pas guérir d'un cancer, mais tu peux éventuellement arrêter quelques saignements comme ça. J'ai enlevé ma veste, hein, parce que je brûle en fait. Sauf que là évidemment son délire de guérissage de maladies part beaucoup trop loin et il finit par escroquer beaucoup de personnes. Hein. Il escroquait les gens en leur disant que s'ils donnaient pas tout leur bien, ils iront pas au paradis et ils se réincarneront en une créature inférieure. Il prenait donc tout l'argent de ses fidèles et vivait sa meilleure vie complètement chill. Aucune pression, vraiment. Bref,
Bref, le temps avance et nous sommes en 1967. Nous nous rapprochons gentiment du jour J. Jim construit un tout nouveau camp en Guyana. Caliente mucho faccio del cantone, c'est la Guyana, c'est vrai. C'est un terrain d'environ 11 000 hectares où lui et ses environ 1000 fidèles vont s'installer en 1974. C'est donc la naissance du camp de Jonestown. Bienvenue dans l'enfer. Là-bas, il fallait donc construire des habitations avec les moyens du bord. Les conditions de vie étaient assez difficiles et les points d'eau étaient assez loin. Les 2 tiers des habitants étaient des jeunes enfants et des personnes âgées. De plus, pour pimenter la chose, il n'y avait pas beaucoup de nourriture. Mais encore une fois, ça, c'est pas un très gros problème en comparaison avec ce qui va arriver un petit peu plus tard. Enfin... si on peut appeler ça un problème, moi j'appelle ça quelque chose de très chelou, mais Bien sûr, Jim, grand classique, passe en mode dictateur suprême, et qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il réserve toute la viande pour lui et sa famille, et les autres, allez vous faire bien foutre, hein. Vraiment, vous allez vous faire enculer violemment. La viande était donc réservée à Jones et sa famille. Ses fidèles devaient se contenter de riz, de haricots, de fruits et de légumes. La famille pesait alors sur la secte. De plus, les cuisines étaient trop petites pour tous les habitants. En gros, Jim avait une strate extrêmement intelligente pour gérer tout son camp. Une strate qui lui permettait de ramasser un maximum de thunes. En réalité, Jim demandait aux nouveaux arrivants de leur donner leur passeport pour ne pas qu'ils s'enfuient, ainsi que tout ce qu'ils possédaient de valeur. Donc oui, Jim dominait la secte physiquement et mentalement. Par exemple, il demandait aux habitants de décrire leur peur, et si jamais ils le désobéissaient, eh bien Jim allait mettre en scène leur peur dans la vraie vie, pour les punir. Par exemple, admettons que tu n'aimes pas les grosses araignées, eh bien Jim va prendre plein de grosses araignées et les mettre dans ta maison lorsque tu dors. Et pour assaisonner la chose, eh bien Jim électrocutait les enfants qui désobéissaient et les enfermait pendant une longue période. Pour ce qui était des petites relations sexuelles, il fallait demander à Jim Jones l'autorisation. Parce que oui, les personnes étant en couple n'avaient pas le droit de dormir dans la même pièce. C'est chelou? C'est chelou, d'accord. Bref, le temps passe et les années s'écoulent. À ce jour, plusieurs personnes ont tenté de s'enfuir, mais très peu en ont réussi. Ils ont raconté aux médias ce qui se passait et une enquête a été lancée. C'est donc le début de la fin de Jonestown. Oui, c'est seulement le début de la fin. Vraiment. Voici Leo Ryan, une personne qui va être très importante pour la suite. Leo Ryan est un député et se rend en personne au Guyana avec des journalistes et des avocats pour mener sa propre enquête. Il est d'abord très bien accueilli et visite Jonestown. Il est même invité à un festin le soir même et tout se passe apparemment assez bien. C'est le fun, c'est le plaisir, c'est la joie, c'est la bonne humeur, c'est voilà, c'est Jonestown, on fait la fête, on est avec les noirs, les blancs, il y a tout le monde. Yes. Wouhou. Oui, j'ai pas de budget pour acheter un truc en plastique que j'ai fait avec la bouche. Après voilà, devenez un membre élite, je puisse acheter le truc qui fait... Yes. C'est une blague évidemment. Le soir même, Leo Ryan veut partir parce qu'il est totalement convaincu que cet endroit est totalement chill et totalement fun, hein. Très bonne idée mec, vraiment. Il part donc avec quelques fidèles de la secte. Et Jim ne dit rien, mais laisse partir. Oui, ça fait partie du plan. Sauf que le bras droit de Jim Jones les rejoint aussi. Il s'appelle Larry Light. Tu vois, c'est vraiment le gros fanatique de Jim. C'est le mec qui va faire absolument tout ce que Jim a envie. Et qu'est-ce qu'il va faire ce jour-là? Eh bien, il va rejoindre l'enquêteur sur le chemin de la rentrée. C'est donc arrivé à l'aérodrome que le groupe s'apprête à partir. Mais Larry, le bras droit de Jim, sort son arme et tire. D'autres fidèles arrivent et une fusillade se déclenche. Il tue Leo Ryan, l'enquêteur, les journalistes et bien sûr une personne qui voulait fuir. Sauf que des blessés arrivent à fuir avec un autre avion. Le fail, l'énorme fail. Les gars, quand on prépare une opération, on fait ça un peu mieux. Bon, vous allez me dire, heureusement que des personnes ont réussi à fuir, car c'est ce qui va permettre plus tard... Enfin, je sais pas, franchement, y a aucun scénario qui pouvait bien finir, en fait, avec cette histoire. J'essaie d'émettre des hypothèses, hein, mais... Vous voulez que je ferme ma gueule? Très bien. Non, mais parce que là, ça devient vraiment hardcore. Très hardcore. Nous sommes le 18 juillet 1978 et 953 personnes perdent la vie mystérieusement en un claquement de doigts. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, laissez-moi vous raconter tout ça. Oui, parce que bien sûr, on a toutes les réponses. Non, mais t'as cru que j'allais vraiment te laisser comme ça tout seul avec cette questionnement? Non, bah non. Ce jour-là, c'est 953 personnes qui faisaient évidemment partie de la secte de Jim Jones. Il faut savoir que le soir, après avoir assassiné l'enquêteur qui venait vérifier si tout allait bien dans ce camp, eh bien Jim Jones réalise dans quel merdier il se trouve. Les gens ayant réussi à fuir vont donc le balancer et il ira peut-être en prison au pire. Une seule solution s'offre à lui, un suicide collectif. En quoi cela résout le problème? Allô? Est-ce que je peux savoir pourquoi quand tu tues 1000 personnes, c'est censé résoudre le problème que tu vas... Ça n'a aucun sens, gros. Ça n'a aucun sens. Ouh, le mec est totalement teubé. Bon, après avoir l'idée de tuer 1000 personnes et commettre un des plus gros meurtres de l'histoire, c'est une autre chose de le faire réellement. Ah, parce que ça va vraiment se produire, oui.
Vous voulez savoir comment? Jim prépare donc avec une infirmière un mélange de limonade et de cyanure de potassium. Du poison donc, hein. Il demande à la totalité des parents de donner ce mélange à leurs enfants, puis de le boire eux-mêmes. Cette demande avait pour but de tester la fidélité des membres. Et devinez quoi? Bah ils étaient fidèles. Tous. Bah nice, du coup ils sont tous morts parce qu'ils ont tous bu. Ils étaient tous en mode bah trop cool, moi je suis fidèle alors je bois. Yes I. Bien sûr je vous précise dans les moindres détails comment s'est passé ce suicide. Eh bien il faut savoir que ça a pas très bien marché. Mince alors. Beaucoup d'enfants ne sont pas morts tout de suite. Donc qu'est-ce qu'ont dû faire les membres du staff? Eh bien ils ont dû injecter un sérum mortel dans le dos des enfants pour qu'ils puissent participer au suicide. Jim disait que leur mort ne serait globalement pas douloureuse, mais des enfants ont pleuré et beaucoup convulsé en fait durant le suicide. Donc vraiment pendant un moment tu as 1000 personnes qui sont en mode voilà, je vais pas te faire la scène parce que c'est un sécrade, mais tu as compris. Oui c'est super hardcore. Hein. Imagine t'es une mère et tu vois ton fils en train de convulser et là t'es en mode et là tu crèves aussi. Wouh, grosse ambiance, Festia Mix Latino. Oh pardon, putain, pire jeu de mots. Et devinez quoi, pour excuser le fait que des enfants convulsaient, eh bien il a tout simplement dit aux parents, pendant que les parents étaient aussi en train de crever, et que c'était en mode, non mais ça fait pas mal, c'est juste que c'est un peu amer, c'est juste que, oui il a vraiment dit ça, il a vraiment dit que c'était un peu amer, du coup bah c'était pour ça que les enfants bougeaient. Top alors, bon bah si amer, c'est pas grave alors c'est amer, hein. À l'aide. L'infirmière qui a préparé la boisson s'est tiré une balle dans la tête, et Jim Jones est mort d'une balle dans la tête également. Et il y aurait deux théories, soit il s'est tiré une balle dans la tête lui-même, soit quelqu'un l'a assassiné en pensant que Jim allait fuir en ayant tué tout le monde. Je penche un peu plus pour la deuxième hypothèse, hein. Ça me paraît un peu bizarre que Jim ait voulu se suicider aussi, mais finalement, pourquoi pas? À partir du moment où t'as tué 1000 personnes, tu fais ce que tu veux, mais c'est pas ouf quoi, bon, ouais. Je peux comprendre que moralement, il y avait quand même un petit souci, hein. C'est alors le 18 novembre 1988. Jonestown a donc été le théâtre de l'un des plus gros massacres jusqu'à 2001. On a retrouvé plus de 900 corps étendus dans tout Jonestown, ainsi qu'un millier de gobelets en plastique. Oui, je vous avais dit que cet épisode allait être extrêmement hardcore. Je vous l'avais prévenu. Non, mais après voilà. 10 000 likes, nouvel épisode, et bien sûr, ajoute-moi sur Snapchat, Instagram, si tu kiffes ce genre d'anecdotes et ce genre d'histoire horrible. Et si tu te fais chier ou tu n'as pas envie de dormir, tu peux cliquer sur ton écran pour regarder un autre épisode et te faire encore plus flipper. Bref, allez, salut!